Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace News pour votre actualité hebdomadaire à partir du vendredi 27 octobre. Cet épisode parlera des progrès réalisés par la NASA sur Artemis 2, par Ariane Group sur des fusées réutilisables, par Blue Origin sur son atterrisseur et par une nouvelle société appelée ESA Aerospace. Les taïkonautes de la mission 16 reviennent sur Terre et Starship attend son essai en vol numéro 2. Je dévoilerai ensuite une nouvelle découverte sur la lune de Jupiter et les lancements de la semaine. Le deuxième module de service européen a été connecté au module d'équipage pour former le vaisseau spatial Orion, qui emmènera les astronautes autour de la Lune et en reviendra sur Terre pendant la mission Artemis 2. L'intégration a été réalisée au Kennedy Space Center en Floride. Ce module de service européen fournira un système de survie crucial et les ressources nécessaires, donc eau, air, énergie et propulsion, pour leur voyage lunaire, garantissant ainsi leur bien-être et le succès de leur mission. Ariane Group a présenté le démonstrateur à échelle réduite que vous voyez dans cette vidéo, qui constitue la première brique du plan de développement d'Ariane Group pour maîtriser rapidement les technologies clés du concept appelé SUSI, faisant partie du groupe de technologies pour la réutilisabilité de fusées de l'ESA. Après la première campagne d'allumage du moteur Prometheus sur le démonstrateur à étage réutilisable Themis en juin 2023, les tests se sont poursuivis régulièrement. Mais le dernier test réalisé le 20 octobre a allumé et fait fonctionner le moteur Prometheus pendant 30 secondes. Ces tests d'un étage complet fonctionnant à l'oxygène liquide et au biométhane liquide sont essentiels pour développer les briques technologiques nécessaires aux futurs lanceurs spatiaux réutilisables européens. Et ainsi, les jambes d'atterrissage ont également subi leur premier test de déploiement que vous voyez sur ces images. Blue Origin a dévoilé un démonstrateur d'atterrisseur cargo Blue Moon version 1 de près de 3 étages de haut, ou plus précisément une réplique du véhicule spatial. Les premières missions de version 1 ouvriront la voie et prouveront les technologies de leur atterrisseur version 2 pour le système d'atterrissage humain de la NASA pour Artemis 5. Ces atterrisseurs seront transportés dans l'espace dans le carénage de 7 mètres de New Glenn. La version 1 sera d'ailleurs capable de livrer 3 tonnes à n'importe quel endroit de la surface de la Lune. Cette capacité la rend idéale pour une variété de charges utiles logistiques ou d'infrastructures et scientifiques. Bill Nelson, qui est l'administrateur de la NASA, a tweeté cette semaine « Visite impressionnante à l'installation de production de moteurs de Blue Origin à Huntsville. La NASA est fière de s'associer à Blue Origin, en particulier sur le système d'atterrissage humain Blue Moon, qui contribuera à garantir une cadence constante d'astronautes sur la Lune pour vivre et travailler avant de nous aventurer sur Mars. » ESA Aerospace, une start-up allemande de lancement, a annoncé des progrès significatifs dans le développement de son moteur de fusée Aquila. La société a confirmé que des versions série du moteur sont actuellement en cours de fabrication. ESA développe Spectrum, un lanceur à 2 étages de 28 mètres de haut, conçu pour transporter jusqu'à 1 tonne en orbite terrestre basse. Le premier étage d'ailleurs sera équipé de 9 moteurs Aquila et le deuxième étage comportera une version d'un moteur optimisé pour le vide spatial. La société aussi annonce avoir réalisé des progrès significatifs dans les tests de son moteur sur son site d'essai d'Esringe en Suède. Selon ESA,
un moteur Aquila a été allumé pendant 260 secondes, ce qui est plus long que la durée d'allumage du moteur pendant un vol. Et l'entreprise a également effectué des essais feu statique d'un seul moteur redémarré 6 fois sans aucune remise à neuf entre les allumages. Les taïkonautes de la mission 16 ont quitté la station spatiale Tiangong après 5 mois dans l'espace suite à l'arrivée des taïkonautes de la mission 17 à la station la semaine dernière. Les 3 taïkonautes Jim Haipeng, Zhu Yangzhou et Gia Haichao ont atterri sur le site d'atterrissage de Dongfeng dans la région autonome de Mongolie inférieure, dans le nord de la Chine. Il est intéressant de noter que la capsule n'avait qu'un seul grand parachute. Heureusement, le voyage s'est déroulé sans incident et l'équipage semblait en bonne santé à l'arrivée. L'équipage de la mission 17, qui vient d'arriver à la station spatiale Tiangong, y résidera pendant environ 6 mois. La station spatiale est située sur une orbite terrestre basse circulaire à 425 km d'altitude, à peu près 40 km de plus que l'ISS, et voyage à une vitesse de près de 28 000 km/h. Chez Starbase, pas grand chose à dire cette semaine, quelques mouvements sur le vaisseau 25, enlevé puis remis sur le booster 9, comme on a pu le constater la semaine dernière. Le vaisseau spatial numéro 28 est en cours d'achèvement et le vaisseau spatial 26 est transporté du site de lancement au jardin de fusée. La Star Factory est toujours en construction et un mur autour du support de lancement augmente en hauteur. La licence de lancement de la plus grande fusée au monde est toujours en suspens. Cependant, la FAA a précisé cette semaine avoir terminé son examen de sécurité axé sur la santé publique et la sécurité des biens. Il ne reste plus qu'à terminer l'examen environnemental effectué par le Fish and Wildlife Service pour mettre à jour l'évaluation biologique en vertu de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition. On suppose que le SpaceX pourrait être en mesure de lancer son Starship Flight Test numéro 2 la 3e semaine de novembre au plus tôt. Sierra Space a travaillé depuis quelques années sur son Dream Chaser Tenacity. Donc Tenacity, c'est la version cargo de son véhicule spatial, qui est, comme vous pouvez le constater, presque fini. Et en fait, dans un tweet post, Sierra Space nous informe qu'ils sont maintenant en préparation pour aller à NASA Armstrong. Pour la première fois, la mission Juno de la NASA a détecté des sels minéraux et des composés organiques à la surface de Ganymède, une lune de Jupiter. Cette découverte suggère qu'une eau salée océanique souterraine atteint la croûte du monde glacé. Les données de cette découverte ont été collectées par le spectromètre Jovian Infrared Auroral Mapper, ou JIRAM, à bord du vaisseau spatial lors d'un vol rapproché de la Lune glacée. Plus grande que la planète Mercure, Ganymède est la plus grande des lunes de Jupiter et suscite depuis très longtemps un grand intérêt pour les scientifiques en raison du vaste océan d'eau interne caché sous sa croûte glacée. Des observations spectroscopiques antérieures réalisées par le vaisseau spatial Galileo de la NASA ou le télescope spatial Hubble, ainsi que par des très grands télescopes de l'Observatoire européen austral, faisaient allusion à la présence de sel et de matière organique, mais la résolution spatiale de ces observations était trop faible pour conclure. Donc maintenant, nous connaissons la vérité. Le 29 octobre, SpaceX a lancé 22 mini-satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse circulaire à 525 km d'altitude et 53 degrés d'inclinaison pour sa mission groupe 7-6 à bord d'une Falcon 9 Block 5 depuis son Space Launch Complex 4E à la base de Vandenberg Space Force en Californie. Le premier étage a atterri à 642 km du site de lancement sur le drone ship Of Course I Still Love You pour la 7e fois. Le 31 octobre,
SpaceX a lancé 23 mini-satellites Starlink V2 sur une orbite terrestre basse circulaire à 530 km d'altitude et une inclinaison de 43 degrés pour sa mission groupe 6-25 à bord d'une Falcon 9 Block 5 depuis son centre de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le premier étage a atterri pour la 8e fois à 642 km de son site de lancement sur le drone ship Just Read the Instructions. Le 31 octobre, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 6A avec à son bord son satellite Tianhui 5 depuis le centre de lancement de satellites de Taïwan en Chine. Le satellite serait utilisé pour la cartographie géographique, l'étude de ressources terrestres, des expériences scientifiques et d'autres missions non spécifiées. Le 2 novembre, Virgin Galactic effectue son dernier vol Spaceship 2 de l'année pour sa mission Galactic 5 avec une mission de recherche depuis son port spatial américain au Nouveau-Mexique. Le scientifique Dr. Alan Stern et la chercheuse Kelly Gerardi ont mené 5 expériences de recherche scientifique à une altitude de 97 km. Alan est un planétologue, surtout connu pour son rôle de chercheur principal de la mission New Horizons de la NASA, qui a survolé Pluton en 2015 et explore actuellement la ceinture de Kuiper. Donc Alan a piloté aujourd'hui un harnais biomédical pour collecter des données physiologiques liées aux vols spatiaux habités et mener des activités pratiques pour une expérience astronomique sur le vol de la NASA. Kelly Gerardi est responsable des opérations de mission chez Palantir Technology, spécialiste des charges utiles à l'Institut international des sciences astronautiques. Le troisième astronaute, de nationalité franco-italienne, n'a pas été nommé. L'image de cette semaine a été prise par le télescope spatial Hubble de la NASA, montrant une partie de la nébuleuse du voile ou boucle du Cygnus. Pour créer cette image colorée, des observations ont été prises par l'instrument Wide Field Camera 3 de Hubble à l'aide de 5 filtres différents. De nouvelles méthodes de post-traitement ont encore amélioré les détails des émissions d'oxygène doublement ionisé, représenté ici en nuances de bleu, d'hydrogène ionisé et azote ionisé, représenté ici en nuances de rouge. Nous ne savons pas grand-chose de l'univers et les différents instruments de Hubble créent un si beau spectacle de couleurs. Merci de vous joindre à moi dans l'épisode de cette semaine. Je m'appelle Christophe Paget et c'était votre actualité spatiale. Bonne semaine et rendez-vous pour le prochain épisode. Merci, au revoir.